L'idée de cette séance, en fait, elle est initiée par Imran, puisqu'on est sur un projet où les enfants ont invité pendant tout le temps de confinement des personnalités. Et en fait, Imran, il a choisi comme personnalité le personnel soignant de l'hôpital Purpan. Voilà, ça me touche déjà. Il va vous expliquer pourquoi juste après. Donc, la séance va durer jusqu'à 11h15 avec, on va partir sur une demi-heure d'interview. Ensuite, il y aura 20 minutes avec une surprise préparée par les enfants. Ensuite, si vous êtes d'accord, Anne et Thomas, eh ben, les enfants avaient demandé à avoir une présentation des gestes barrières, qu'on aime bien aussi appeler les gestes de protection. Donc, si vous êtes d'accord pour les faire, voilà. Et puis après, on a l'habitude de finir sur un temps d'expression des émotions où chacun peut exprimer ce qu'il ressent sur les dernières minutes. Et je pense qu'après, il sera 11h15. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui. Sur ce, nous pouvons commencer. Imran, la parole est à toi. Je vous ai invité car je vous apprécie. Sauver des vies, j'aime bien moi. J'aime aider les gens pour sauver des vies et j'aimerais bien travailler un jour dans le milieu hospitalier parce que vous m'avez donné envie de sauver des vies et je suis reconnaissant de tout ce que vous faites. C'est un message, Imran, qui nous touche beaucoup en cette période. Et on est vraiment ravis que tu aies choisi de nous rencontrer. Ça nous permet à nous, en fait, d'être en contact aussi avec ce qu'on appelle un petit peu la société civile, en fait. C'est ce que vous représentez. Et on a passé et on passe encore une période toute particulière. Vous êtes jeunes pour connaître cette période-là. On va essayer de la comprendre ensemble. Et c'est un plaisir pour nous de rencontrer aussi des enfants, d'autant plus que nous, on travaille plutôt avec des adultes. Donc, ça nous change aussi de notre côté. Voilà. En tout cas, c'était très touchant, Imran. Et on te remercie pour cette invitation et on ne pouvait pas la refuser. Merci. Nous allons donc commencer l'interview. Donc, ce que je vous propose, les enfants, c'est de lever la main lorsque vous avez envie de poser votre question. Voilà. Qui veut commencer à poser sa question? Allez, c'est parti. Je vois des petites mains qui se lèvent dans la classe. Baptiste, c'est à toi. Tu parles fort en fait. Combien de vies sauvez-vous à peu près par jour? Tu veux commencer, Thomas? Alors, déjà, notre métier, c'est de soigner les gens. Alors après, effectivement, nous, au SAMU, souvent, on est confrontés à des situations où, effectivement, il faut leur sauver la vie. Donc après, dire un chiffre, ça dépend des jours, en fait. Et si tu veux savoir un chiffre, effectivement, on peut dire qu'on en sauve une ou deux par jour. Voilà. Mais c'est difficile parce qu'il y a des jours où on va en sauver plus et il y a des jours où on va pas en sauver. Voilà. Oui. Et puis, dans sauver des vies, il y a aussi en fait plusieurs formes de maladies quand les patients arrivent par le SAMU ou aux urgences. Et en fait, ce qui est la particularité de notre métier, c'est que justement, pas que la pathologie qu'ils présentent conduise à mettre en jeu aussi la vie. Donc, il y a le côté sauver des vies et il y a le côté diagnostiquer une pathologie dont ils se plaignent et que celle-ci ne soit pas liée en fait à un mal très sévère qui pourrait conduire justement à perdre la vie. Voilà, donc il y a deux facettes dans notre métier. Donc, alors on ne compte pas toujours, voilà, ça dépend de nos journées. On a parfois des événements plus marquants que d'autres, mais on ne les compte pas. Mais oui, bien sûr, effectivement, sauver des vies, c'est ce qui représente le métier d'urgentiste. Voilà. Merci. Tom. Combien de temps vous passez à l'hôpital? Alors, beaucoup d'heures. Quand on choisit ce métier-là, Tom, on sait déjà qu'on s'engage sur un métier qui va beaucoup empiéter sur notre vie privée. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est un choix de vie.
C'est un choix professionnel qu'il faut partager aussi avec sa famille. Donc, c'est aussi un choix pour la famille qu'on fait. On sait qu'on va passer beaucoup d'heures. Alors, c'est variable, hein. On a des journées, on a des nuits, donc des journées qui peuvent durer plusieurs heures, 8 à 10 heures en fonction de notre poste. Et puis, on a des nuits de garde qui sont beaucoup plus longues, qui peuvent faire 10 à 14 heures en fonction aussi de nos fonctions. Et parfois une journée plus une nuit. Donc, on passe beaucoup de temps, on passe aussi des week-ends et on passe aussi des fêtes. Et ça, c'est la particularité en fait de la spécialité d'urgence. C'est qu'on sait que parfois, on peut passer des Noëls à l'hôpital, des Nouvel An, des fêtes de Pâques. Et donc, on sait qu'on a aussi des enfants et que voilà, on sait qu'ils partagent aussi cette vie-là, eux aussi. Voilà, donc c'est un métier où parfois, il ne faut pas trop compter ses heures. Et c'est un métier où il faut savoir se reposer aussi. Voilà. Merci. Merci. Tom. Ancelin. Ancelin, il est là. Ancelin, tu remets ton micro? Ancelin, Est-ce que c'est dur de soigner des personnes tous les jours? Alors, oui, c'est difficile parce qu'on est confronté à la maladie. La maladie, c'est jamais agréable, qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Voilà, il y a des moments qui sont effectivement lourds. Donc oui, effectivement, c'est dur de soigner les gens tous les jours. Par contre, il y a des vrais moments de bonheur parce que finalement, c'est un métier aussi de relations humaines. Donc on échange, on discute, on découvre des vies, on découvre des personnes. Et finalement, on s'enrichit aussi de ces vies-là. Et donc, on passe des vrais moments de bonheur à travers la maladie. Voilà. Merci. Ouais, je dirais aussi, Ancelin, parfois c'est dur, effectivement, parce que ça demande, on avait la question avant des nombres d'heures, donc parfois c'est dur de soigner à la fin d'une garde ou à la fin d'une journée, parce que c'est des métiers où il faut beaucoup de vigilance. Donc ça peut être dur. Mais comme disait Thomas, on a des moments de satisfaction aussi, parce qu'on sait que le patient qui arrive, qu'on arrive à soigner, qu'on arrive à diagnostiquer, il va aller mieux et qu'il va être bien pris en charge par les équipes qui vont le suivre aussi en aval. Alors, je dirais aussi qu'il y a une particularité. Parfois, ça peut être dur quand on a aussi des patients qui ont des comportements qui ne sont pas toujours adaptés. On parle beaucoup de respect, mais quel qu'il soit dans la vie de tous les jours et avec n'importe qui. Et ça se cristallise un peu au niveau des urgences parce que les patients sont anxieux, les familles sont anxieuses. Et que parfois, il y a des petites difficultés d'adaptation de comportement. Et dans ces cas-là, ça peut rendre beaucoup plus dur le métier. Voilà. Mais heureusement, on a aussi des moments de satisfaction et des relations particulières qui sont enrichissantes avec le patient. Merci. Merci. Mayline. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de paniquer devant des patients? Si oui, comment contrôlez-vous? Alors, oui, ça nous arrive. Je ne peux pas le cacher. Alors, il faut savoir quand même que pour être dans ce métier-là, comme tout métier, on a une formation. Donc, en fait, l'essentiel, c'est de se concentrer sur cette formation et d'être le plus professionnel possible. Donc, avec les connaissances, avec l'expérience. Et l'expérience fait qu'effectivement, parfois, on a un peu plus de recul et on arrive à anticiper, par exemple, ce qui va arriver. Et puis, on essaie aussi de garder le calme parce que ce n'est pas dans l'excitation qu'on arrive souvent à nos fins. Mais on reste des êtres humains. Donc, parfois, il arrive de paniquer. Mais en général, quand même, on est entouré d'une équipe. Et ce qui nous aide à ne pas paniquer, justement, c'est qu'on fait confiance à l'équipe avec laquelle on travaille. C'est un métier qui a un vrai travail, je dirais, interprofessionnel avec toutes les fonctions. Vous avez, comme Thomas qui est infirmier, on a des aides-soignants aussi et des médecins. Et la particularité des urgences, c'est qu'on travaille en équipe et au SAMU. Et en fait, on s'aide de nos collègues dans ces cas-là. Et on est, je dirais, toujours un peu plus fort à plusieurs. Et donc, on essaie justement de faire au mieux quand on prend un patient pour ne pas que la panique prenne place au professionnalisme. Tu veux dire quelque chose, Thomas, là-dessus? Nous, je rejoins ce que dit Anne. Nous, au SAMU, on est des petites équipes, donc on a une très forte solidarité entre nous. Donc, effectivement, si on sent qu'il y a des éléments de l'équipe qui
qui a du mal, qui perd le contrôle par rapport à la situation, qu'elle soit émotionnelle ou technique, on l'encourage, on lui redonne un cap de façon à ce que derrière, toute l'équipe soit centrée sur le patient et qu'on essaye d'être le plus efficace possible pour ce patient. Voilà. Merci. Merci. Ève. Alors, Ève. Ah, Ève, on ne t'entend pas. On a perdu Ève. Vas-y, réessaye. Ah, voilà. Tu réessayes, Ève? Ève, il faut qu'elle allume son micro. Allume ton micro, Ève. Vas-y. Ah, voilà. Ah, ça ne marche pas. Parle un peu plus fort pour voir. Ok, Ève. Je reviens dans 5 minutes. Tu essayes de faire marcher ton micro d'ici là? Appelle papy peut-être pour t'aider. Allez, Léna, à toi. Est-ce que vous êtes triste quand il y a des personnes qui décèdent que vous avez essayé de soigner? Vas-y, j'irai après. Oui, on est toujours triste. C'est très difficile pour une famille, pour les proches, de perdre un élément, une personne chère qui nous tient, pour qui qui nous tient à cœur. Voilà. Donc oui, on est toujours triste. Après, aujourd'hui, notre travail, nous, c'est notre travail de soigner les gens et de le faire le mieux possible. Donc on est triste pour la famille, donc on appelle ça, nous, de l'empathie. Et après, derrière, ça ne doit pas nous impacter pour les interventions qui suivent. Donc on doit être capable de prendre de la distance par rapport à cette situation. Donc on donne le mieux de ce qu'on peut faire pour la personne, pour la victime. On est triste dans l'instant, mais après, on apprend à vivre avec de ces moments de tristesse pour pouvoir donner plus pour les autres. Ok, merci. C'est vrai qu'on ne s'habitue jamais, en fait. On ne peut pas dire on s'habitue à la mort, mais on sait que la mort fait partie de notre métier. Voilà. Et on a, avec le temps, comme un petit filtre, en fait. Mais je ne dirais pas quelque chose de dur et de sévère. Un petit filtre pour essayer justement, comme le dit Thomas, de reprendre un petit peu de recul et justement d'anticiper les situations qui vont arriver après avec la famille. Donc, voilà. Mais ça dépend aussi du patient qu'on a accompagné. Alors, Thomas est plus au niveau du SAMU, donc c'est vrai que là, c'est plus dans la mort, je dirais, plus brutale. Ça peut arriver. Au niveau des urgences aussi, il y a ça. Et il y a aussi des patients qui en fait, malheureusement, décèdent aux urgences. Et là, ça dépend beaucoup de la relation qu'on a eue aussi avec le patient. Il y a des patients pour lesquels on a eu de l'empathie, quelque chose qui s'est créé. Et quand on voit que la médecine ne va pas pouvoir réussir à le sauver, on l'accompagne. Et ça peut être très, très dur pour le personnel soignant. Voilà. Il y a des histoires qui sont dures, tristes. Et puis, il y a des histoires qui sont un petit peu moins tristes parce qu'on sait qu'il y a aussi la nature de la vie qui fait qu'un jour, on doit quitter cette terre. Voilà. Donc, la mort, on ne s'habitue jamais, mais elle vit avec nous, elle nous accompagne. Et je dirais qu'en cela, on est préparé, je dirais, mais pas habitué, on va dire. Voilà. Ok, merci. Merci. Théo. Est-ce qu'on vous a déjà fait une fausse alerte? Alors, qu'est-ce que tu appelles une fausse alerte? Qu'on vous a appelé pour rien? Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, dans la société, il y a des gens, il y a des personnes qui sont méchantes, qui manquent de respect vis-à-vis de l'hôpital, vis-à-vis des institutions. Et oui, parfois, ils s'amusent à nous appeler, considérant que finalement, on n'a que ça à faire, de répondre à des sollicitations. Alors, ils nous appellent pour effectivement des fausses alertes. Donc, c'est très préjudiciable pour les patients qui en ont vraiment besoin. Ça crée de la tension parce que nous, on ne sait pas quand on est appelé finalement par quelqu'un qui a besoin. Et bien, nous, on considère qu'il faut aller aider cette personne et on découvre finalement sur l'intervention que c'était une fausse alerte. Voilà. Et donc, le fait d'avoir été sur cette fausse alerte,
fait que comme on n'a pas un nombre d'équipes très importante, eh bien, on peut se retrouver à être pris par cette situation qui est une fausse alerte et être absent pour quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. Voilà. Et sur des maladies graves comme l'arrêt cardiaque, comme on a besoin quand même des minutes comptent, on ne peut pas se permettre d'être sur des fausses alertes. Merci. Merci. Alors, dans la classe, je vois que Charlie, tu as la main levée. À toi, Charlie. Avez-vous fait de longs trajets pour aller chez le patient? Alors oui, nous, au SAMU 31, en fait, nos lieux d'intervention représentent toute la Haute-Garonne. Donc la Haute-Garonne, il faut savoir que c'est un département qui est très grand et qui va jusqu'à finalement à la limite avec le 65 pour le sud, par exemple. Donc ça, c'est nos lieux d'intervention. Et après, comme on est le CHU de Toulouse, c'est un grand hôpital qui aide aussi les hôpitaux périphériques parce qu'ils ont des moyens techniques un peu moins importants. Et donc, on va souvent, effectivement, chercher et aider chercher des malades dans les hôpitaux comme Auch, comme Castres, comme Tarbes. Voilà. Et donc, oui, avec les moyens héliportés, l'hélicoptère, on se déplace et on va chercher des malades dans ces zones-là. Voilà. Et il arrive parfois, c'est très rare qu'on aille encore plus loin. On peut aller à Marseille, on peut aller à Paris, mais c'est très très rare pour des pathologies très complexes qui nécessitent des opérations très complexes. On peut être amené à les amener effectivement dans ces lieux-là, et c'est rare. Merci. Merci. Quentin. Avez-vous une surveillante gentille? Ça, c'est une question piège. Hein. Alors, voilà, surveillante, alors c'est la cadre de santé. Je suppose que tu veux peut-être dire, c'est-à-dire en fait la personne qui gère l'équipe soignante paramédicale. J'imagine que c'est ça que tu veux dire, Quentin? Oui. Les infirmiers soignants. Donc là, je vais laisser la parole à Thomas. Première question, est-ce que ta mère est cadre de santé? Elle travaille au don du sang. Donc, D'accord. Non, je plaisante. Ma cadre de santé, donc celle qui gère l'équipe, bien sûr qu'elle est gentille, parce qu'en fait, on est une équipe et on travaille, on travaille ensemble finalement. Donc elle a des responsabilités, elle a des missions particulières, et donc elle doit bien sûr gérer une équipe. Et nous, on doit travailler avec elle pour que finalement ça se passe bien toute la journée et de façon aussi à ce que le travail puisse se réaliser correctement. Donc c'est un travail de collaboration entre des soignants qui n'ont pas les mêmes missions. Voilà. Et puis tu sais, Quentin, il y a des gens qui ont des métiers comme ça de management, de supervision. C'est aussi des métiers avec lesquels on discute. Chacun donne son point de vue. Mais le but, c'est toujours en fait d'être, je dirais, positif dans la relation et d'être constructif. On peut ne pas forcément être d'accord. Parfois, il y a des règles à suivre. Et s'il n'y avait pas de règles, ce serait compliqué de gérer un service. Mais chacun aussi a la parole. Donc, on peut aussi exprimer en fait son ressenti, ses émotions par rapport à certaines décisions. Voilà, ça fait partie en fait ce qu'on appelle le management d'une équipe. Voilà. Mais la plupart du temps, quand même, ça se passe bien. Merci. Alors, je vois qu'il y a des mains levées dans la classe. Lydia. Vous êtes combien dans les opérations urgentes? Combien de médecins êtes-vous dans les opérations urgentes? Alors, les opérations, c'est-à-dire, tu veux parler de chirurgie? C'est-à-dire une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire? Oui. Alors, ça, je ne vais pas pouvoir trop te répondre à la question parce que ce n'est pas le fond de notre métier. Bon, dans un bloc opératoire, il y a un chirurgien, il y a aussi un apprenant, ce qu'on appelle un interne en chirurgie. Il peut même y avoir 2 internes ou 2 chirurgiens. C'est une chirurgie complexe qui touche plusieurs organes. Par exemple, un accidenté de la route, il peut y avoir un traumatisme
digestif, il peut y avoir un traumatisme osseux, donc il peut y avoir une équipe pluridisciplinaire. Et puis, il y a les infirmières de bloc opératoire qui aident le chirurgien avec le matériel pour pouvoir opérer. Il y a l'anesthésiste, réanimateur, qui endort le patient pour que l'intervention se passe bien, que le patient reste bien endormi et qu'il ne fasse pas de complications. Et il est aidé aussi d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste. Voilà, donc tu vois, il y a plusieurs personnes. J'en oublie certainement. Il y a aussi des aides de bloc opératoire pour l'hygiène, l'organisation du bloc. Voilà. Ça, c'est le bloc chirurgical. Voilà. Alors, on n'y travaille pas avec Thomas, mais voilà un petit peu comment ça s'organise. Merci. Merci. Alors, je vois que Ève, tu lèves à nouveau la main. On refait un essai son. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Combien d'années il faut pour être médecin et infirmière? On va commencer par le plus court. Du coup, pour être infirmier, il faut faire 3 ans et demi d'études. Voilà. Donc, tu dois passer en fait le baccalauréat. Donc, ça, c'est le premier diplôme à avoir. Et ensuite, donc, tu passes un concours. Enfin, moi, à mon époque, c'était un concours, maintenant, c'est sur dossier pour pouvoir faire les études d'infirmière. Et donc, du coup, au bout de 3 ans et demi, tu es infirmier général. Donc, ça veut dire que tu peux travailler dans tous les services, dans tous les choix. Tu as le choix de ce que tu veux faire. Après, si tu veux faire des urgences, il faudra après continuer et tu te spécialiseras dans l'urgence et donc tu travailleras dans un service d'urgence et donc tu progresseras dans le service d'urgence. Et au bout de quelques années, tu pourras arriver à intégrer le SAMU. Voilà, le SAMU, on ne peut pas intégrer une fois qu'on a le diplôme. D'accord, merci. Et pour être médecin, bah, écoute, pareil, hein, il faut avoir le bac, donc il faut travailler les enfants. Voilà, et puis après, le bac, c'est des années à l'université de médecine, donc avec ce qu'on appelle un tronc commun, c'est-à-dire que tout le monde fait 6 ans, avec des cours, avec à la fin de ces 6 ans, 3 ans en stage dans les services. En gros, tu es un petit peu le bébé médecin, c'est-à-dire en fait, tu apprends à découvrir ce qu'est un patient, le relationnel, à faire des examens cliniques, à palper le ventre, à écouter le cœur, les poumons, à reconnaître déjà des petites choses. Et plus tu avances sur ces 6 ans, plus tu commences à déjà élaborer des hypothèses pour savoir ce que le patient présente dans chaque service. Et après, tu choisis ce que tu veux faire comme spécialité, donc la médecine générale, une spécialité chirurgicale, quelle qu'elle soit, une spécialité médicale, cardiologue, pneumologue, neurologue, voilà, ou urgentiste. Voilà, donc tu choisis ta spécialité. Et là, le nombre d'années dépend en fait de la spécialité que tu choisis. Donc, pour être médecin urgentiste, par exemple, maintenant, c'est reconnu comme une spécialité. Et donc, c'est 10 ans au total. Voilà, 6 ans de tronc commun avec tous les autres et 4 ans de préparation à la médecine d'urgence. Voilà, alors on espère quand même que parmi vous, certains vont assurer notre relève. On compte sur vous, les enfants. Hein. Merci. Alors, Imran. Est-ce que vous êtes déjà tombé malade à cause des patients? Alors, en cette période Covid, c'est aussi une question piège. Donc, oui, ça nous arrive de tomber malade. Alors, on ne sait pas si c'est des patients ou si c'est notre vie quotidienne. Parfois, il y a des maladies, tu sais, on ne sait pas trop où on l'attrape. Hein, par exemple, la grippe, bah, nous aussi, on va dans les magasins, nous aussi, on a une vie sociale. Et donc, on essaie au maximum de se protéger à l'hôpital, voilà, en faisant des mesures barrières. On va vous réapprendre, je crois, tout à l'heure. Voilà, mais effectivement, dans des cas particuliers, par exemple, là, vous êtes en pleine connaissance actuelle de l'épidémie de coronavirus. On essaie de se protéger au maximum avec des masques, avec des lavages de mains, avec des tenues, des surblouses pour pouvoir prendre en charge ces patients pour éviter justement qu'on se contamine. Voilà. Donc ça, c'est une formation bien particulière parce qu'il faut enlever la blouse d'une certaine façon, il faut enlever le masque d'une certaine façon. Voilà. Il y a parfois du personnel malheureusement qui se contamine. Vous avez peut-être entendu parler parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment là-dessus.
avec parfois des difficultés d'approvisionnement en tenue dans certains services, des EHPAD. Donc voilà, ça fait partie du risque du métier, d'être en première ligne. On fait partie des agents de première ligne et l'objectif, c'est quand même d'essayer de travailler en sécurité. Et il faut se battre pour travailler en sécurité par rapport à ça. Et éviter justement qu'on tombe malade pour nous, mais aussi pour notre famille, parce qu'on rentre chez nous le soir et on a aussi des enfants et on ne veut pas évidemment contaminer nos conjoints et les enfants. Merci. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je ne vois plus de main levée. Justine. Ah oui, Justine. Viens, approche-toi. On parle fort. Allez, Justine. C'était quoi tes questions? Ok. Ça va peut-être. Alors, ouais. On peut passer à la suite, hein, parce qu'on a d'autres choses. Ah, Léna, et puis après on passe à la suite. Vas-y, Léna. Avez-vous déjà soigné des personnes de votre famille ou ou des amis? On a déjà soigné des gens de notre famille ou des amis. Alors, ça, Léna, je ne pourrais pas trop répondre à ta question. En fait, on fait un métier qui a ce qu'on appelle, alors c'est un mot très savant, hein, ce que je vais te dire, ça s'appelle la déontologie. Voilà. Alors, tu regarderas dans le dictionnaire, je pense qu'en C1, vous commencez à regarder la lettre D, E, O, où est-ce qu'on cherche le mot déontologie. Donc, tu regarderas, je te laisse regarder la définition. Ça peut être un sujet intéressant pour vous dans la classe. C'est une façon, en fait, de travailler tout en gardant, en fait, déjà une neutralité, c'est-à-dire de ne pas émettre d'avis personnels sur des prises en charge, enfin, des patients en tout cas. Et puis, il y a ce qu'on appelle le secret médical. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait dans une chambre avec un patient, tout ce que le patient nous dit, tout ce qu'il subit comme intervention, ou les diagnostics qu'on lui pose restent dans la chambre du patient. Voilà. Ça fait partie de ça. C'est ce qu'on appelle le secret professionnel et nous n'avons pas à divulguer d'informations là-dessus. C'est de la sphère privée du patient qu'on doit respecter. Et ça, quand on est médecin et quand on est sans doute infirmier aussi, il y a un serment qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Alors, je crois qu'en C1, vous travaillez peut-être un petit peu l'Antiquité, donc vous regarderez aussi qui est Hippocrate, un ancien médecin de la Grèce, un des précurseurs de la médecine. Et on prête serment, quand on finit nos études, de respecter ce secret médical. Donc, je ne pourrais pas te donner malheureusement d'informations là-dessus pour te dire si j'ai soigné des amis proches ou des membres de ma famille. Voilà, je suis désolée, Léna, mais il faut que vous compreniez que quand on choisit ce métier, on choisit aussi de garder certaines choses pour nous. Merci. Merci. Eh bien, nous allons passer à la suite. Il y a Enzo qui a une question. Il y a Enzo qui a une question. Vas-y, Enzo, oui. Avez-vous déjà sauvé une vie? Avez-vous déjà sauvé une personne qui avait le Covid-19? Alors, déjà, tous les gens qui s'occupent de soigner les gens qui ont le Covid-19, donc c'est un ensemble d'équipes. Donc en fait, ce n'est pas nous qui personnellement sauvons la vie de quelqu'un qui a le Covid-19. D'accord? Moi, par exemple, nous au SAMU, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a des gens qui avaient le Covid-19, qui étaient très malades dans l'Est, qu'on a reçus dans la Haute-Garonne. Donc, comme ils étaient très malades, en fait, ils sont venus ici parce qu'ils n'avaient pas assez de place dans l'Est. Donc, nous, on les a reçus ici dans les services de réanimation. Donc, oui, quelque part, on en a soigné, on en a croisé. Et en fait, c'est l'ensemble de toutes les équipes de la chaîne, cette fameuse chaîne-là de secours. Donc, les gens de l'Est, plus nous, à Toulouse, au SAMU, plus après, on les a envoyés dans les services de réanimation qui ont permis, en fait, que l'on sauve, comme tu dis, les gens qui avaient le Covid-19. Donc, c'est tous les acteurs de l'hôpital qui ont permis, en fait, de sauver les patients atteints du Covid-19. Il y a les urgentistes, il y a les réanimateurs, il y a les infectiologues. C'est plein de spécialités, en fait, des pneumologues, j'en oublie aussi, et d'autres. C'est plein de spécialités, en fait, qui se sont, en fait, attaquées, entre guillemets, hein, à cette pathologie.
Et donc, voilà, il y a des moyens thérapeutiques actuels, en tout cas de ventilation, où on permet de suppléer le patient qui a des problèmes, gros problèmes pour respirer, avec des machines, et qui permettent en fait de voilà, sauver des patients. Voilà, donc, comme le dit Thomas, ça va du domicile jusque parfois à la réanimation, et parfois pas, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin de réanimation et qui vont quand même, heureusement, guérir du Covid. Voilà, donc d'autres services et qui ont été hospitalisés en pneumologie, en maladies infectieuses, voilà, et qui ne se sont heureusement pas aggravés. D'accord, merci. Justine a retrouvé sa question. Ah, ok, Justine, c'est parti. Est-ce que vous avez déjà été triste quand vous avez perdu des patients? On a déjà posé cette question. Ouais. Oui, on va répondre. Oui, allez, si vous voulez bien. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, Justine, quand on perd un patient, on est triste. Parce qu'il y a une famille, il y a des gens qui vont être tristes parce qu'ils auront perdu un proche. D'accord? Donc nous, on est triste pour ces gens-là. En fait. On fait un métier où il y a de l'émotionnel, il y a du relationnel. Et donc, oui, on est triste. Par contre, comme c'est notre métier et que les gens que l'on perd finalement, ce ne sont pas notre famille ou nos proches, on est obligé de mettre, comme disait Anne, un filtre, une distance pour pouvoir se protéger. Parce que comme on est confronté tous les jours à la mort, si effectivement à chaque fois qu'on perd un patient, on est triste et on le prend pour soi, eh bien, on ne pourra pas durer très longtemps dans le métier. Donc oui, on est triste, mais on prend du recul, on en discute avec nos collègues, on en discute avec certaines personnes parfois, pour pouvoir continuer à bien soigner les autres patients qui sont malades et qu'on puisse leur donner finalement tout ce que l'on peut leur donner en termes de soins, en termes aussi de relations humaines. Merci. Eh bien, nous allons passer à la première surprise. Donc, les enfants avaient un message pour vous et puis pour tout le personnel soignant en général, je crois. Donc, je vais les laisser faire. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Bien. Ok. Allez, eh bien, écoutez, ça commence par Néous. Néous, c'est à toi. Merci de soigner les malades du Covid-19. Vous êtes courageux et merci de votre persévérance. Merci. Mayline. Merci à nos soldats de la vie. Merci pour nos papiers, mamie. C'est une jolie expression. Merci. Sigrid. Merci. Viens là, merci. Ici, là, regarde, tu te mets ici. Et tu parles là. Merci de prendre des risques. Non, merci de nous soigner en prenant des risques. Alors, montre-nous ton dessin. Le risque, c'est péril. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci Sigrid. Baptiste. Merci beaucoup pour les vies sauvées. Joli dessin aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci Quentin. Alors, merci d'avoir pris des risques pour soigner les gens et pour votre courage. Vous pouvez être fiers de vous, vous êtes les héros. Voilà. C'est touchant. Merci Quentin. De rien. Imran. Grâce à vous, je veux travailler dans le milieu hospitalier. Merci. Alors, tu sais, Imran, on t'attend. Hein. Alors, tu as encore quelques années, mais on sera peut-être encore là quand même, hein, surtout avec le recul de l'âge de la retraite maintenant. Donc, voilà, on sera là et on t'attend pour faire tes premiers pas avec nous et t'accompagner pour voir tes premiers patients, Imran. Merci. Théo. Ça doit être dur de soigner des gens. Merci. C'est dur, mais c'est plein de satisfaction. Lina. Merci beaucoup. Merci
Merci Lina. Merci. Ève. Merci. Ève, merci. Merci, Ève. Charlie. Ah, non, c'est pas fini, pardon, Ève. Merci, Merci, et Ève. bravo pour votre courage. Ok, Ève. Merci. Donc, Charlie. Vous êtes nos héros du quotidien. On vous adore. Merci. Merci. Léna. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Ancelin. Merci de sauver les personnes tous les jours. Merci à toi. Merci Ancelin. Adrien. J'espère que vous avez des masques pour ne pas attraper le virus. Regarde, tu vois ce qu'on a sur le visage? Voilà, là on en a. On en a eu. Voilà. Des difficultés par d'approvisionnement, mais comme sur tout l'ensemble du territoire, mais on en a eu pour se protéger. Armand. Merci. Alors, vous aurez pu y aller, ne pas y aller. Vous êtes vraiment l'espoir de l'humanité. Oula, tu nous mets une grande fonction sur le dos quand même. L'espoir, c'est vous en fait, hein, de l'humanité. Margot. Merci de sauver des vies. Merci. Gaspard. Merci. Amir. Merci beaucoup les soignants. Merci Amir. Merci Amir. Lydia. Alors Lydia, elle est au fond de la classe, elle arrive. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous pouvez être fiers de vous. Merci. Enzo. Vous êtes... J'arrive pas à lire. Allez Enzo, tu vas nous le lire. Ouais. Enzo, est-ce que tu es d'accord pour nous lire ce que tu as écrit? Enzo, on ne voit pas très bien ce qu'il y a écrit. Est-ce que tu es d'accord pour nous le lire? Vous êtes courageux. Ah oui. Merci Enzo. On va avoir des larmes aux yeux là, hein, si ça continue. Merci Enzo. Justine. Un joli cœur. Je vous aime, vous êtes nos héros. C'est gênant. Vous êtes courageux. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci Justine. Fabio. Fabio est dans la classe. Vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Vous n'avez pas peur du Covid-19. Merci beaucoup. On essaye. Merci. Merci. Merci Fabio. Camille. Alors Camille, je te vois pas. Elliot. Ah si Camille, je te vois, ça y est. Un joli dessin. Vous êtes courageux, merci beaucoup. Tu veux nous le lire Camille? Vous êtes courageux, merci beaucoup. Là, j'ai écrit je vous aime en petit. Et là, j'ai écrit les chansons pour bonheur. Merci Camille. Merci Camille. Merci. Et enfin, Elliot. Merci de nous consacrer du temps
en plus de ce que vous faites. C'est normal. Et mon dessin. C'est joli. Merci beaucoup, mais c'est normal. Merci, Elliot. Alors nous, on voudrait vous dire un merci aussi. Parce qu'on reçoit beaucoup de merci. On a été très gâtés pendant cette période par tout le monde. C'était une reconnaissance à laquelle on ne s'attendait pas. Pour tout dire, ça a été une surprise, hein, vraiment. Et on voudrait aussi vous dire merci. Parce que je suis sûre qu'avec vos papas, vos mamans, votre famille, vous avez respecté aussi le confinement. Voilà. Et merci à vous. Parce qu'en fait, ça a été un travail de tout le monde, des soignants, mais aussi de vous, qui avez essayé de ne pas trop sortir, de rester à la maison, de profiter de temps à la maison pour éviter que les hôpitaux soient surchargés avec, vous avez entendu parler de la fameuse vague de patients graves. Donc, en fait, on a aussi un grand merci à vous dire. Et voilà, on vous le dit sincèrement. Et merci aussi pour tous vos dessins qui sont tous aussi touchants les uns que les autres. Et ça nous fait plaisir d'avoir ce temps avec vous parce qu'on ne l'a pas. Et en tout cas trop rarement, et c'était important qu'on ait un lien tous pour parler en fait de ce qui nous tient à cœur et pour avoir peut-être après évidemment des enfants qui, vous dites vous êtes l'espoir de l'humanité. Moi je dirais c'est vous l'espoir de l'humanité, c'est les futurs hommes et femmes que vous allez être qui vont être les messagers de l'humanité. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses par rapport à ça. Merci. Eh bien, il y a une deuxième surprise. C'est une chanson. Voilà. Donc, les enfants, vous ouvrez vos micros. Vous êtes prêts? On va chanter. Donc, comme on s'est dit, hein, vous attendez le signal pour démarrer. OK? OK. Allez, c'est parti. Petite Imran. On était tous confinés, Gaston, on travaillait et il y avait ce nouveau projet, interviewer des personnalités. Petite Imran. Je t'avais proposé d'inviter dans la classe une célébrité. Il y avait des joueurs de foot et des chanteurs préférés. Petite Imran. Tu m'as écrit pour me dire, maîtresse, je veux inviter le personnel soignant de l'hôpital Purpont, car ce sont eux mes célébrités. Petite Imran. Tu aurais pu inviter toutes les stars de la télé. C'est les soignants que tu as choisis. Petite Imran, tu as tout compris. Petite Imran. Dans ta lettre, tu leur dis. Grâce à vous, j'aimerais travailler dans le milieu hospitalier pour sauver des vies. J'aime les gens. J'espère que vous allez tenir le coup à cause de ce Covid-19 qui est terrible. Petite Imran, on y va les enfants. Petite Imran. Tu aurais pu inviter les stars de la télé. C'est les soignants que tu as choisis. Petite Imran, tu as tout compris. On fait notre voix en couple, mais... Merci. Vous savez, les enfants, à la fin, on s'était dit qu'on allait ouvrir les micros et faire un grand merci. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on le fasse? On y va? Allez, c'est parti. Un grand merci pour les soignants. Merci. Je peux mentir pas, tu me dis non.
Mais non, elle va pas. Merci beaucoup pour cette jolie chanson. Merci les enfants. Moi, j'aimerais vous dire un mot aussi. En fait, vous voyez, vous nous avez remerciés, vous parlez de héros, et finalement, tout ce que vous avez fait là ce matin, c'est ce qui nous redonne l'énergie pour avoir envie d'aller soigner les gens, de repartir dans notre service et de s'occuper des malades le plus simplement possible et le plus efficacement possible. Voilà. Donc c'est aussi grâce à vous, en fait, si on est motivé, on reste motivé tout le temps qu'il faudra pour vaincre cette maladie qu'est le Covid-19 et aussi les autres maladies. Voilà. Donc merci surtout à vous, c'est aussi grâce à vous. Merci. On va passer à la suite. Donc, la demande des enfants, la demande suivante, c'était de partager avec vous, de mieux comprendre en fait la façon dont il faut pratiquer les gestes barrières. Alors, on a bien aussi parlé de gestes de protection. Voilà. C'est à vous, je vous laisse la parole. Oui. Alors, c'était sur les mesures barrières. Donc, alors, vous avez sans doute vu quelques publicités à la télévision, sur des affiches. Le coronavirus, c'est une maladie qui se transmet en projetant, déjà, pour repartir un petit peu, recentrer un petit peu les conditions, c'est une maladie qui se transmet en projetant des gouttelettes. Le virus, il est emprisonné, en fait, en gros, dans une gouttelette qui est produite, en fait, quand on tousse, quand on parle longuement, quand on éternue. Et donc, ces gouttelettes arrivent sur les personnes qui sont en face de vous. Elles respirent ces gouttelettes et parfois, elles mettent aussi les mains au visage. Donc, elles mettent des gouttelettes sur leur doigt et ça fait partie de la transmission respiratoire du virus. Donc, pour éviter en fait qu'on transmette nos propres gouttelettes à la personne qui est en face de nous, on met un masque. Voilà, donc regardez, j'en ai un. Voilà, qui me tombe un petit peu parce que j'ai un petit nez, donc pas évident. Mais voilà, on met un masque pour permettre d'arrêter de faire une sorte de barrière en fait à ces gouttelettes. Et le masque en fait permet ainsi de ne pas contaminer la personne qui est en face. Alors quand on n'a pas de masque ou même quand on en a un, c'est quand même mieux. Les gouttelettes, on essaie de s'écarter de la personne avec laquelle on parle. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on produit de la gouttelette est un petit peu lourde et elle tombe. Vous savez, comme une petite balle de ping-pong qui tomberait. Eh bien, c'est une balle de ping-pong qui tombe et elle peut tomber sur la personne qui est en face. Donc, on se recule pour qu'elle tombe au sol et qu'elle ne tombe pas en fait sur la personne pour qu'elle ne la respire pas. Voilà. Donc, ça, c'est une mesure barrière, c'est de s'écarter. Alors, on dit 1 mètre, 1,50 m. Voilà, donc quand on parle, eh bien, on va prendre d'autres habitudes. On est rentré peut-être dans une ère un petit peu nouvelle, sur laquelle on n'était pas habitué. On vit dans un pays qu'on appelle latin, sur lequel on aime s'embrasser. Vous aimez faire des câlins avec vos amis. Voilà, eh bien, il va falloir aussi prendre l'habitude pendant cette période et d'essayer de se distancer un petit peu. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux. La colère, la tristesse, l'émotion, la peur. Donc, essayez de parler avec vos yeux. Il y a plein de choses qui passent par les yeux sans passer par les mains. Essayez justement de s'écarter, de ne pas trop serrer la main, faire des bisous, parce que c'est comme ça que se transmet le virus. Ça, c'est la première chose. Et la première mesure barrière, elle est d'arrêter cette gouttelette. Voilà. Et ensuite, il faut se laver les mains régulièrement. Donc là, je vais laisser Thomas qui va vous montrer comment on se lave les mains quand on revient d'un magasin, quand on revient de l'école, avant de rentrer à la maison. Je vous donne le challenge de proposer à vos parents de mettre une petite chaise dans le hall d'entrée de votre maison, de votre appartement, avec un produit pour se désinfecter les mains systématiquement quand on rentre dans la maison, par exemple, pour ne pas disséminer en fait le virus à l'intérieur de votre habitat qui doit essayer de rester propre le plus possible. Voilà. Alors, on va vous montrer comment on se lave les mains. Alors effectivement, quand vous rentrez de l'école ou quand vous avez été vous balader, la première chose à faire, c'est de vous laver les mains en rentrant à la maison.
Bon, là, il y a deux possibilités de se laver les mains. On peut se laver les mains tout simplement avec de l'eau et du savon. Ça marche très bien. Voilà. Et après, il y a ce dont vous avez entendu parler, c'est la solution hydroalcoolique. D'accord? Donc, pour se laver les mains, finalement, il suffit d'appuyer. Hop, je me mets deux giclées de solution hydroalcoolique sur les mains. Et après, je vais les laver comme ça. Et je vais les frotter en comptant à chaque fois 5 fois. D'accord? 3, 4, 5. Après, je vais mettre entre les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre main. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après, j'ai bien lavé les mains, mais il faut que je lave l'intérieur des mains. Donc, c'est pour ça que je fais 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça nettoie bien autour des ongles. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, j'ai bien nettoyé les mains. Et je vais bien nettoyer les pouces parce que je les ai oubliés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, donc, il ne me reste plus que les poignets à faire parce que là, des fois, sur les poignets, il y a aussi du virus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai les mains qui sont vraiment bien propres. Mais du travail. Par contre, tout le monde parle de la solution hydroalcoolique, c'est vrai. Mais la solution hydroalcoolique, ça équivaut à un bon lavage de mains avec de l'eau et du savon. Oui. D'accord? Et parfois, eh bien, effectivement, il y a aussi le coût, ça coûte cher d'acheter la solution hydroalcoolique. Et finalement, eh bien, on peut se retrouver avec de l'eau et du savon et ça marche aussi. Deux choses, on se recule pour parler, voilà, pour ne pas que la gouttelette qu'on produit aille sur l'autre et que l'autre nous contamine. Voilà, on se recule, on essaie de communiquer autrement et puis on se lave les mains le plus souvent possible quand on sort dehors ou quand on rentre à la maison. Et la dernière chose que j'oubliais, lorsqu'on éternue, ça nous arrive, on évite d'éternuer dans les mains parce que justement, on vient de vous dire que ça se transmet par les mains. On éternue, vous savez, à l'intérieur du coude. Voilà, parce que comme ça, on n'a rien sur les mains et on évite de disséminer aussi le virus. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié dans les mesures barrières. Voilà. Les mouchoirs, quand on se mouche avec un mouchoir jetable, voilà, qu'on ne met pas par terre, on met bien dans une poubelle pour éviter d'en faire balader un petit peu partout. Et quand on s'est mouché, on essaie de se relaver les mains derrière une nouvelle fois. Les masques, j'en ai parlé. Le masque, c'est bien de le porter. Alors, je crois que là, il y a aussi les directives nationales dans les transports en commun. Pourquoi? Parce que dans les bus, dans le métro, peut-être que certains d'entre vous le prennent, on est très proches les uns des autres. Il y a une promiscuité qui est difficile parfois à éviter. Donc, c'est pareil, on se protège avec un masque et on peut tout à fait, à votre âge, porter un masque. C'est des choses qui s'apprennent. Voilà. Alors, le masque, il faut aussi bien le porter parce que si on porte un masque et qu'on ne sait pas le porter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, un masque, ça se porte bien au niveau du visage pour couvrir l'ensemble de la bouche, couvrir le nez, voilà, et ne pas que le nez retombe par-dessus le masque parce que vous allez respirer la gouttelette qui arrive en face. Et on évite de le toucher tout le temps. Ou alors, si on touche, il faut le toucher sur les côtés. Parce que si vous mettez les mains sur le masque qui a été lui-même contaminé, voilà, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, un masque, on évite de l'enlever, de le remettre, de l'enlever. Et je vous fais une petite démonstration. Quand on l'enlève, vous allez avoir des élastiques. On ne le met pas sous le menton. Jamais. En fait, on l'enlève et on le met sur le côté. Et on le laisse retomber comme ça. Comme ça, on n'y touche plus. Il tient par l'oreille. L'être humain formé d'oreilles. Des fois, on se demande pourquoi. C'est une anatomie un peu bizarre. Eh bien, elle peut servir, cette oreille, à entendre, mais aussi à suspendre les masques. Voilà. Donc, vous le mettez bien sur le côté. Et si vous le remettez sans toucher le masque, en remettant correctement l'élastique derrière l'oreille. Voilà. D'accord? Donc, un masque, ça se porte comme ça. Alors, il y a des masques de plein de qualités. Vous allez voir, vos parents, peut-être, vous en ont acheté. Il y a des masques, ce qu'on appelle chirurgicaux. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise au niveau des soignants. Voilà. Donc, c'est un masque qu'on change régulièrement, qui dure à peu près 4 heures, qu'il faut changer dans la journée. Et puis, il y a le masque en tissu. Voilà, ce qui doit être fait sur des normes bien particulières, sinon, ça ne filtre pas. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et pareil, un masque en tissu, voilà, ça se porte et ça se lave.
Et c'est marqué sur les petites boîtes combien de degrés, mais ça, vos parents le sauront. Mais on compte sur vous pour les éduquer aussi. Hein. Parfois, c'est les enfants qui éduquent les parents aussi. Donc, voilà, on compte sur vous pour bien leur expliquer. Vous allez dire, oh, on a eu une conférence avec des soignants, ils nous ont expliqué que le masque, on ne le mettait pas sous le menton, qu'il fallait le mettre sur le côté et qu'il fallait se laver régulièrement les mains. Voilà, ça, c'est les petites choses barrières qui sont indispensables pour qu'on freine l'épidémie du coronavirus en France, qu'on évite de se reconfiner parce que ça peut être bien au début, puis après, on a envie de revoir les petits copains et reprendre la classe et retrouver sa maîtresse. Donc voilà, il y a des petites choses qu'il faut apprendre à faire. Ça permet de vous protéger, mais aussi de protéger les gens les plus vulnérables, qui ont des maladies graves et qui peuvent être malheureusement emportés par le coronavirus. Donc c'est aussi un respect des autres. Parfait. On a rien oublié? Non. On n'a rien oublié. Merci. Eh bien, je crois que nous arrivons à la fin de cette séance. Nous avons l'habitude avec les enfants en classe, et on le fait du coup dans la classe en ligne, de prendre des temps pour regarder l'émotion qui est en nous et la formuler. Voilà. Donc du coup, j'avais envie de vous proposer de le faire maintenant. Les enfants, ils utilisent un stylo. Donc, en fait, si on a envie de formuler son émotion et de la partager, on lève le stylo. Voilà, pas d'obligation. Si on n'a pas envie, on ne lève pas le stylo. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, Anne et Thomas, pour faire ça avec nous? Oui, pas de problème. Okay. Et je m'adresse aussi aux deux journalistes qui sont là. Est-ce que si vous avez envie de faire ce partage d'émotions avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, en fait, il vous suffit d'avoir un stylo et je me rends compte que je n'ai pas pris le mien, donc je l'attrape. L'institutrice qui n'a pas pris le stylo, alors là... Bon, si vraiment vous n'avez pas de stylo, vous pouvez faire autre chose. Ok. Vous êtes prêts, les enfants? Allez, on y va. Qui veut commencer? Mayline, c'est à toi. Je suis ravie, j'ai beaucoup aimé cette séance et bien sûr l'interview, la musique, tout. Et je n'ai pas envie de finir la séance, j'ai envie de rester là avec les personnels soignants, ma maîtresse et tous mes camarades. Et je suis excitée un peu. Merci Mayline. Margot. J'ai bien aimé cette séance. J'ai hâte d'être ce soir. Et je suis un peu excitée. Merci. Baptiste. Moi, je suis contente que les soignants soient venus et voilà. Merci. Néous. J'ai bien aimé cette matinée avec les soignants de Purpan. Ça m'a appris des choses. Et voilà, merci. Merci. Léna. Je suis contente que les personnels soignants sont venus nous voir et j'ai pas envie de quitter la réunion. Merci. Ancelin. Je suis contente de cette séance avec le personnel soignant et j'ai hâte qu'il y ait d'autres séances. Merci. Alors, oui, Anne. Alors moi, je suis contente de ne pas aller me coucher parce qu'en fait, je sors de garde, je fais la nuit aux urgences et j'aurais vraiment loupé quelque chose quand même, hein, d'être dans mon lit et de louper cet entretien avec vous tous. Et donc, comme il faut dire une émotion, et moi, je suis pleine d'espérance. Voilà, je vais me coucher tranquille parce que je me dis la relève est assurée. Et on compte sur vous, les enfants. Et encore un grand merci pour ce partage qui est très enrichissant pour nous et qui nous donne envie de continuer ce travail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Elliot. Moi, j'ai été très content de cette vidéo. Et
et j'ai appris beaucoup de choses et merci à vous les aides-soignants. Merci. Qui d'autre veut prendre la parole? Thomas. Thomas. Et moi, l'émotion, je suis très heureux d'avoir fait votre rencontre et d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous trouve géniaux d'avoir organisé cette séance tous ensemble. J'ai vraiment passé un moment très heureux. Voilà. Merci. Enzo. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout qu'on a appelé l'hôpital Purpan. Donc, je trouve que c'est bien. Bravo Imran. Parce que, voilà. Enzo, en fait, on a beaucoup de messages, mais il y a Rangueil aussi. Il ne faut pas oublier Rangueil, c'est un hôpital très important à Toulouse. Et Rangueil aussi. Merci. Là, on est à Rangueil. On est en direct de Rangueil. Alors, Charlie, il me semble t'avoir vu lever la main. Alors, Charlie, je vais remettre le son. Oui, je l'avais coupé. Vas-y, Charlie. Je suis content qu'Imran ait invité le personnel soignant. Je suis content d'avoir rencontré deux médecins, deux personnels soignants. Et j'ai super faim. Merci, Charlie. Théo. C'est pas pour ça, mais est-ce que la vidéo, ça va être diffusée à Rangueil ou pas? Est-ce que la vidéo va diffuser à Rangueil? Alors, je suis entourée de chargés de communication, donc je laisse faire leur travail comme elles le savent très bien le faire et elles verront. Alors, j'ai mon parrain à Rangueil en réanimation. Tu as ton parrain qui est en réanimation à Rangueil? Il travaille? Il est infirmier, oui, je crois qu'il est en train de travailler. Ah. Eh ben, bravo à lui aussi alors, parce qu'ils ont eu beaucoup de travail en réanimation pendant cette crise. Et ils en ont en dehors aussi et ils font un formidable métier aussi, la réanimation. Alors Théo, pour te répondre, ton parrain pourra regarder cet échange avec Anne, Thomas et vous tous sur les réseaux sociaux du CHU de Toulouse, la page Facebook, le compte Twitter ou Instagram, selon ses préférences. Voilà, donc pas de problème. C'est enregistré par Sophie, je crois. Oui. Et on pourra le revoir si on le souhaite, même vous, quand vous voudrez. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut exprimer son émotion? Lydia. Lydia, vas-y Lydia. J'ai bien aimé. Je vais répondre aux questions, la chanson. Et voilà. J'ai faim et j'ai On n'a pas entendu la fin. Est-ce que Camille, tu peux reformuler s'il te plaît? Elle a faim et elle a hâte d'être ce soir. Ok. Camille, la directrice. Alors moi aussi, voilà, je voulais tous vous remercier. Alors en tout premier, la maîtresse Sophie qui a mené ce projet quand même juste fabuleux avec ses élèves. Imran qui a eu cette formidable idée d'inviter le personnel soignant. Ça nous a ému à un point incroyable d'avoir cette lettre d'Imran, de se dire mais il a raison, c'est eux les héros du moment, quoi. Et puis merci à vous d'avoir pris du temps pour nous expliquer, pour répondre à nos questions. Voilà, je suis remplie d'émotions et merci beaucoup pour ça. Merci. Merci à cette maîtresse. Vous avez une maîtresse très dynamique, qui chante très bien, qui joue très bien de la guitare. Nous sommes très jaloux. Et voilà, vous avez une maîtresse formidable et je pense qu'elle saura vous accompagner pour faire encore plein de découvertes parce qu'il y a plein de métiers différents, divers. Il y a des journalistes qui pourraient peut-être témoigner aussi de leur travail. Voilà, et c'est toujours intéressant pour vous de rencontrer, je pense, des métiers différents et pour faire aussi votre choix plus tard. Voilà. Mais un grand merci à cette maîtresse très énergique. Merci. Laurie.
je voulais vous remercier à tous. Donc, en priorité, Sophie, puisque et Imran qui sont à l'initiative du projet. Je suis très émue, j'ai été très émue, mes larmes ont pas mal coulé. Je remercie également le personnel qui a pris de son temps pour pouvoir répondre à toutes ces questions, voilà, qui a été très présent. Personnel du CHU, donc de Purpan et de Rangueil. Donc, comme je disais, je suis émue et je suis reconnaissante aussi. Voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Sophie, pour vous tous, pour les enfants. Et voilà, je tenais à le partager là sur ce petit moment, sur ce petit temps. Donc, merci encore et merci à toi, Sophie, vraiment. Vraiment de pouvoir permettre à toutes ces personnes de partager leur bonheur et leurs émotions aussi. C'est important, je trouve. En ces moments un petit peu individualistes, je dirais que c'est très important. Merci. Ève. Moi, je suis heureuse et merci d'être venue. Merci à toi d'être venue. Merci. Alors, je suis prête, moi, avec mon petit stylo, mais juste avant, je voudrais vérifier que toutes les personnes qui avaient envie de s'exprimer ont pu le faire. Ok, ça m'a l'air d'être le cas. Eh bien, moi, je me sens émue, en fait. Parce que pour moi, une des bases, et ce en quoi j'ai envie de croire, c'est l'amour, en fait. Et là, c'est le partage que je viens de voir, le partage du cœur, et ça me touche, en fait. Voilà. Merci. Et je crois que c'est ce qui peut, dans ces périodes actuelles, nous donner l'élan de continuer d'avancer. Voilà. Bravo. Grand bravo à tout le monde. Est-ce que ça vous va si on ouvre les micros et si on se dit un grand bravo, si on s'applaudit pour tout ça? Et puis, si on se dit au revoir, allez, on ouvre les micros. Bravo. Merci. Bravo. Grand merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci. Et au revoir à ceux qui sont venus.